Il y a 20 ans, Airbus lançait l'A380 pour concurrencer le Boeing 747. Mais fait surprenant, aucune grande compagnie américaine n'en a acheté. American a dit non. Delta a refusé, United n'était pas intéressé. Zéro commande de la part des 3 géants américains. Et en 2019, Airbus a fini par tirer un trait sur tout le programme. Pour comprendre à quel point c'est fou, il faut mesurer l'ampleur des compagnies aériennes américaines. American Airlines effectue environ 6800 vols par jour, soit un avion qui décolle toutes les 13 secondes. Delta en gère environ 5400 et United autour de 4500. Ensemble, ces 3 compagnies opèrent plus de 16 000 vols quotidiens à travers le monde. À titre de comparaison, Emirates, la compagnie qui a tout misé sur l'A380, n'assure qu'environ 500 vols par jour et elle possède 123 Super Jumbo, soit plus que n'importe quelle autre compagnie. Ce n'est donc pas une question de moyens, les compagnies américaines sont parmi les plus grandes et les plus rentables de la planète. À L3, elles réalisent plus de 30 fois le nombre de vols quotidiens d'Emirates. Pourtant, face à ce qui devait être le futur du transport aérien, elles ont répondu « non merci ». Les chiffres deviennent encore plus étonnants. Entre 2005 et 2015, les compagnies américaines ont commandé plus de 1400 nouveaux avions. Des Boeing 737, des Airbus A320 et des Boeing Dreamliner. Tout, sauf le fleuron d'Airbus, l'A380. Peu de gens le savent, mais les compagnies américaines n'ont pas seulement ignoré l'A380, elles sont allées le voir de près. En 2004, des dirigeants d'American, Delta et United se sont rendus à Toulouse pour des démonstrations privées. Airbus avait déroulé le tapis rouge. Maquette, chiffres de performance, offre de lancement très attractive. Sur le papier, l'A380 avait tout pour plaire. Mais dès que les équipes américaines ont fait tourner leurs projections pour leur propre marché, les calculs ne tenaient plus. On peut facilement imaginer la scène, les représentants américains posant les questions difficiles. Combien de portes d'embarquement faudra-t-il modifier ? Combien de temps entre 2 rotations ? Et surtout, comment remplir 850 sièges à chaque vol ? Très vite, les 3 compagnies ont quitté la table et ont choisi une toute autre voie. American a commandé 42 Boeing Dreamliner, tandis que United en a commandé 35. Delta pour sa part a décidé de voir du côté d'Airbus avec 25 à 350. Qu'avait-elle vu qui les a poussés à préférer des avions plus petits ? Voici comment les compagnies américaines raisonnent lorsqu'elles envisagent une nouvelle ligne. Ils ont ce que j'appelle le test de Kansas City, même s'ils ne l'appellent sûrement pas ainsi. Kansas City se trouve en plein cœur des États-Unis, avec environ 2 millions d'habitants dans l'agglomération. Un aéroport solide, une taille moyenne, ni un grand hub, ni un petit terrain. La question que se posent les planificateurs est simple. Peut-on remplir un avion entre Kansas City et la destination visée ? Pour l'A380, la réponse était presque toujours non. Kansas City-Londres ? Peut-être une centaine de passagers les bonjours. Mais pour remplir les 525 sièges, typiques d'un A380, il faudrait combiner les passagers de Kansas City, Saint-Louis, Indianapolis et Nashville, tous regroupés via Chicago ou New York. Et c'est là que les compagnies américaines ont eu une révélation plutôt brillante. Ces mêmes 100 passagers de Kansas City préféraient payer un peu plus cher pour un vol direct plutôt que de subir des correspondances, même à bord d'un avion plus petit. C'est ainsi que les compagnies américaines ont commencé à exploiter des Boeing 787 reliant directement des villes comme Kansas City ou Nashville à Londres. Des villes moyennes, américaines, désormais connectées directement à de grandes destinations internationales. L'A380, lui, obligé à jouer selon l'ancien modèle du hub and spoke, n'était plus vraiment adapté à cette nouvelle mode. Les avions plus petits, eux, permettaient de donner aux voyageurs américains ce qu'ils voulaient vraiment, des vols directs depuis chez eux. Mais une question se pose. Comment un Boeing 787 peut-il voler de Kansas City à Londres, plus de 6400 km au-dessus d'un océan Atlantique presque vide ? Là, on entre un peu dans la technique, mais c'est essentiel pour comprendre comment cela a changé l'aviation moderne. En 1985, pour traverser un océan, il fallait 4 moteurs. La règle était simple, rester à moins de 60 minutes d'un aéroport en cas de problème. Si un moteur tombe en panne, il en reste 3. Si 2 lâchent, il en reste encore 2 pour rejoindre un terrain sûr. Mais les moteurs sont devenus incroyablement fiables, presque indestructibles. Les autorités ont donc progressivement assoupli les règles. En 2007, une certification appelée ETOPS 330 a été approuvée. Peu importe ce que signifient les lettres, le chiffre clé, c'est 330. 330 minutes, soit 5h30. C'est le temps pendant lequel un avion bimoteur peut désormais s'éloigner de l'aéroport le plus proche. Et c'est là que tout change.
Un Boeing 787 avec seulement 2 moteurs peut désormais assurer des vols autrefois réservés à des géants quadrimoteurs comme le Boeing 747 ou l'Airbus A380. Ce changement n'a pas seulement bouleversé l'aviation américaine, il a littéralement détruit le modèle économique des quadrimoteurs. Le plus ironique, c'est qu'Airbus avait vu venir cette évolution. Le constructeur disposait déjà de ses propres biréacteurs long courrier, comme l'A330, puis plus tard l'A350. Alors pourquoi avoir quand même investi des milliards dans l'A380 ? La réponse tient en un mot, Emirates. En 2001, la compagnie de Dubaï a passé une commande colossale de 58 A380, avec des options pour 90 de plus, et cela avant même que l'avion ne vole pour la première fois. C'était la plus grosse commande d'avion de l'histoire à l'époque. Pourquoi miser autant sur un appareil encore non éprouvé ? Tout simplement à cause de la géographie. Emirates avait compris mieux que quiconque comment tirer parti de sa position. Dubaï se situe à un emplacement idéal entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, à moins de 8 heures de vol d'environ 2/3 de la population mondiale. Emirates a bâti toute sa stratégie sur cette idée, faire venir des passagers du monde entier à Dubaï, puis les redistribuer vers d'autres destinations. L'A380 était parfait pour ce rôle. Une capacité immense pour les vols entre grands hubs, un confort haut de gamme justifiant des tarifs élevés et une autonomie suffisante pour relier presque n'importe quelle grande ville depuis Dubaï. Mais le problème, c'est qu'Airbus a conçu l'A380 autour de la géographie d'Emirates, pas celle des États-Unis. L'Amérique, elle, est vaste, très vaste. 50 grandes villes de plus d'1 million d'habitants dispersées sur un immense territoire. Emirates n'a qu'un seul hub mondial, tandis que les compagnies américaines ont besoin de dizaines de hubs régionaux pour desservir un marché intérieur gigantesque, en plus de leurs lignes internationales. Et cela a coûté très cher à Airbus. Le programme A380 aura englouti environ 25 milliards d'euros, soit plus que le produit intérieur brut de nombreux petits pays. Pour atteindre le seuil de rentabilité, Airbus devait vendre environ 420 appareils. Au final, seulement 251 ont trouvé preneur. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Si une seule grande compagnie américaine avait commandé des A380, disons une cinquantaine d'appareils, tout le programme aurait probablement été rentable. American Airlines, à elle seule, possède une flotte de plus de 950 avions. 50 à 380 n'auraient représenté qu'environ 5% de sa flotte, un chiffre tout à fait gérable. Delta exploite plus de 900 avions et United plus de 800. Chacune de ces compagnies aurait pu, à elle seule, rendre le programme A380 viable. Alors pourquoi aucune ne l'a fait ? La réponse remonte à un événement qui a bouleversé l'aviation américaine plusieurs décennies plus tôt, la déréglementation du secteur aérien en 1978. Avant cette date, les itinéraires et les tarifs étaient strictement encadrés par Washington. Les compagnies aériennes rivalisaient sur la qualité du service, les repas à bord et le confort, pas sur les prix. Après la déréglementation, tout a changé. N'importe quelle compagnie pouvait desservir n'importe quelle route et fixer librement ses tarifs. La concurrence est alors devenue féroce, presque sauvage. Cela a donné naissance à une particularité unique de l'aviation américaine. Les passagers y sont devenus extrêmement sensibles au prix. En Europe ou au Moyen-Orient, les compagnies peuvent facturer des tarifs plus élevés, car la concurrence y est moins intense. Emirates, par exemple, peut remplir un A380 avec des passagers payant l'équivalent de 1 900 € pour un siège en classe économique, simplement parce qu'il n'y a qu'une ou deux compagnies concurrentes sur la même ligne. Mais aux États-Unis, la situation est tout autre. Sur un trajet comme New York-Los Angeles, 8 compagnies différentes se battent pour attirer les passagers. Si American Airlines tentait de facturer des tarifs premium pour des vols en A380 luxueux, JetBlue ou Southwest proposeront aussitôt des vols moins chers en Boeing 737. Les passagers américains, dans leur immense majorité, choisissent les billets les moins chers plutôt que l'espace ou le confort. Et des billets moins chers exigent des avions efficaces, pas forcément des avions géants. L'A380 avait été conçu pour un monde où les compagnies aériennes étaient encore régulées et où les passagers étaient captifs de leurs réseaux nationaux. La déréglementation américaine a détruit ce monde, 30 ans avant même le premier vol de l'A380. Mais imaginons un instant que les compagnies américaines aient effectivement voulu de l'A380. Auraient-elles seulement pu les exploiter ? Techniquement, oui. La plupart des grands aéroports américains peuvent accueillir cet avion. New York, Los Angeles,
ou Chicago possède des pistes assez longues et solides pour lui. Mais le véritable problème ne vient pas des pistes, il vient des portes d'embarquement. Un A380 nécessite des passerelles doubles pour embarquer et débarquer les passagers sur les deux ponts en même temps. À JFK, il n'y a que 4 de ces portes spéciales. À Los Angeles, 6. À Chicago, seulement 2. En comparaison, un Boeing 737 peut se garer à pratiquement n'importe quelle porte dans n'importe quel aéroport du pays. Et voici le calcul qui a achevé l'idée. La rotation des avions à la porte. Un 737 peut atterrir, débarquer ses passagers, être nettoyé, ravitaillé, embarquer de nouveaux voyageurs et redécoller en environ 45 minutes. Un A380, lui, demande au minimum 2 heures pour le même processus. Pendant les heures de pointe, une seule porte d'A380 pourrait donc accueillir jusqu'à 4 vols de 737, transportant au total plus de passagers et offrant bien plus de flexibilité horaire. Les aéroports américains sont pensés pour des rotations rapides et une fréquence élevée de vols. L'A380, lui, demandait exactement l'inverse. Des opérations plus lentes, plus lourdes et moins flexibles. Tout ce que le modèle américain cherche à éviter. Pendant qu'Airbus misait tout sur le gigantisme, Boeing a fait un pari totalement différent avec le Dreamliner. Plutôt que de construire un jumbo jet encore plus grand, le constructeur américain a choisi de créer un avion plus petit, plus léger et surtout beaucoup plus efficace. Le Dreamliner a été conçu pour un nouveau type de stratégie, les liaisons point à point. L'idée de Boeing était simple. Les passagers veulent aller directement de là où ils se trouvent à là où ils veulent aller, avec le moins d'escales possible. Le Dreamliner pouvait relier directement des villes américaines secondaires à des destinations internationales, comme Austin à Amsterdam ou encore Nashville à Londres. Des routes totalement impossibles à rentabiliser avec un A380, car on ne trouverait jamais 850 passagers à Nashville souhaitant tous se rendre à Londres le même jour. En revanche, un avion de 250 places comme le 787, lui, remplit parfaitement ce rôle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Boeing a vendu plus de 1500 Dreamliner, tandis qu'Airbus n'a réussi à écouler que 251 A380. Pourtant, Airbus n'avait pas complètement tort. Ils avaient simplement conçu le bon avion pour le mauvais marché. L'A380 a parfaitement fonctionné dans seulement 3 endroits, Dubaï, Singapour et Doha. 3 petits pays avec un unique grand hub aérien où il faut transporter des volumes massifs de passagers le plus efficacement possible. L'aéroport international de Dubaï, par exemple, n'est rien d'autre qu'une immense plateforme de correspondance. La majorité des passagers ne font qu'y transiter avant de repartir ailleurs. Dans ce contexte, la capacité énorme de l'A380 était un atout idéal. Mais les aéroports américains sont très différents. Même les grands hubs comme Atlanta ou Chicago servent une population locale importante. En moyenne, environ 60% des passagers y sont en correspondance, mais 40% commencent ou terminent leur voyage sur place. Résultat, impossible de remplir 850 sièges d'un A380, quand près de la moitié du trafic est local et que ces voyageurs ont des dizaines d'horaires différents à disposition dans la journée. En 2018, Airbus ne livrait plus que 8 A380 par an, alors qu'il lui aurait fallu en produire au moins 30 pour simplement atteindre le seuil de rentabilité. Le programme qui devait défier la suprématie de Boeing a finalement prouvé que les compagnies américaines connaissaient bien mieux leur marché que les ingénieurs européens. Aujourd'hui, ces mêmes compagnies américaines utilisent des Boeing Dreamliner et des Airbus A350 pour ouvrir de nouvelles routes internationales. Des lignes que l'A380 n'aurait jamais pu desservir, faute de demande suffisante pour remplir 850 sièges. L'A380 a été conçue pour un monde de méga-hubs et de passagers patients. Mais les compagnies américaines, elles, ont bâti leur modèle autour de voyageurs impatients, prêts à payer un peu plus pour gagner du temps et éviter les correspondances. American Airlines, Delta et United ont compris qu'il valait mieux être partout que d'être simplement énorme. L'A380 avait besoin de 850 passagers se rendant au même endroit au même moment. Les compagnies américaines, elles, avaient besoin de flexibilité. Alors qu'Emirates a construit son image sur le luxe et les salons à 2 étages, les compagnies américaines ont misé sur des avions plus petits, capables de voler partout, à n'importe quelle heure. Et c'est pour cette raison que vous ne voyez pas d'A380 aux États-Unis, et que vous n'en verrez probablement jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un j'aime et de visiter notre site nerdaviation.com. Chaque mois, nous publions plus de 200 articles sur des sujets liés à l'aviation.